Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Boudevillain. Bonjour Julien. Bonjour Yannick. Julien, il est directeur général du groupe Quarco. Est-ce que tu nous dirais en 2 mots ce que fait le groupe Quarco ? Alors, nous sommes un collectif de bureaux d'études spécialisés dans l'ingénierie du bâtiment et des infrastructures. Le siège est à Nantes et on couvre un grand territoire ouest de la France avec à peu près 15 établissements en France et représente à peu près 110 collaborateurs. En gros, on peut imaginer que vous travaillez sur à la fois du grand bâtiment, de l'immeuble, et à la fois parfois de la maison de particuliers. Exactement. Okay. Sur tout type d'ouvrage. Et une mission type, c'est il faut poser un IPN dans une maison quand on fait des travaux. Ça parlera à certains d'entre vous, mais pas aux autres. Il faut faire un calcul de force pour savoir finalement le niveau de résistance des murs et le matériau qu'il faut qu'on mette. Et là, le maçon, il va vous appeler vous pour faire ces calculs-là. Exactement, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour le calcul d'ouvrage plus important. Oui, j'imagine. Ingénierie des structures béton, bois, métal, maîtrise d'œuvre d'exécution, économie de la construction. Super. VRD. Voilà. Sur tous ces domaines-là, spécialisés dans l'ingénierie. Ok, donc les équipes chez Quarco, c'est des gens qui font quel métier ? Essentiellement des techniciens et des ingénieurs. Ok. Voilà. C'est la grande partie des collaborateurs aujourd'hui de l'entreprise. Entendu. Aujourd'hui, on va parler dynamique collective d'équipe. Donc, toi, tu as eu des fonctions qui étaient des fonctions plutôt de responsable de région. Aujourd'hui, tu prends des fonctions de direction générale. Ça veut dire que tu as un périmètre d'intervention qui est plus large, ce qui implique des choses pour les équipes qui sont autour de toi. Tu nous en dirais 2 mots ? Exactement. Je dirais 2 mots. Je dirais ça de la manière suivante. Le fait de prendre ces fonctions-là crée un appel d'air derrière et du coup nécessite la mise en place d'un management intermédiaire. Et tout mon but aujourd'hui, c'est de réussir à créer les synergies collectives pour permettre à ce management intermédiaire d'interagir les uns avec les autres dans un objectif commun qui est évidemment la réussite des objectifs de performance de l'entreprise et des objectifs aussi individuels de chacun des collaborateurs. Et donc, comment créer les conditions pour permettre à tout ça de fonctionner convenablement. Très clair. Donc, on est moins sur des logiques de management individuel que de management du collectif. Tout à fait. Ok, parfait. Donc, il y a plusieurs axes qu'on peut interroger pour répondre à ça, plusieurs éléments qu'on peut te donner. On va s'appuyer sur un outil, comme on se connaît déjà un tout petit peu, un outil que tu connais un peu, qui est la pyramide de Lencioni. Il y a plein d'outils qui parlent de performance d'équipe, plein de grilles différentes. On mettra des liens sur le commentaire du podcast. Moi, j'aime bien Lencioni parce que je trouve sa pyramide assez simple. Elle résonne en 5 étages. Donc 5 étages, tu connais la pyramide déjà, hein, mais globalement, elle parle de manque de confiance, de peur de la confrontation, d'absence d'engagement, d'évitement de la responsabilisation et d'inattention portée aux résultats. En gros, nous, on va se concentrer, je vais juste te parler des étages du bas, mais on va se concentrer, nous, sur la logique de l'absence d'engagement.
Et on va bien parler d'engagement au sens collectif et pas d'engagement au sens individuel du terme. En gros, pour agir de la performance d'équipe, Lencioni nous dit il faut agir sur ces 5 leviers-là. Il faut d'abord avoir de la confiance, et parfois, s'il n'y a pas de confiance à l'intérieur d'une équipe, qu'on n'est pas capable de dire je suis en difficulté à un moment, ça se voit souvent par la logique d'invulnérabilité. Il nous dit quand dans un comité de direction, dans une équipe de direction, les gens mettent pas leurs problématiques sur la table, ça veut dire qu'ils font pas vraiment confiance aux autres, et s'il y a pas de confiance, on n'arrive pas à traiter vraiment les problèmes. Le deuxième étage, c'est la peur de la confrontation, c'est typiquement dans une équipe, c'est on va éviter les sujets sensibles, les vrais sujets un peu critiques, parce qu'on a toujours peur de blesser l'autre ou que ce sujet devienne une forme de conflit. L'étage qui nous intéresse là, c'est plutôt un étage de l'absence d'engagement. Alors, quand je dis ça, il faut que je fasse attention parce que on parle pas de l'absence d'engagement individuel. Et en général, on trouve ça dans des organisations où justement chacun des individus est très engagé individuellement. Le bon exemple à prendre, en tout cas la bonne image, c'est un tir à la corde. Dans le tir à la corde, chacun des individus est très très engagé. Et si les deux équipes tirent aussi fort comme c'est dans des directions opposées, le nœud central ne bouge pas. Donc le résultat finalement est à 0. Pendant la période du Covid, on a vu ça dans beaucoup d'organisations. Des gens qui étaient très, très engagés, qui bossaient énormément, beaucoup plus d'heures que ce qu'ils faisaient d'habitude. Et quand on regardait le résultat de l'efficacité collective à la fin, comme c'était mal managé, mal coordonné, les gens pouvaient aller dans des directions différentes, comme des gens qui rameraient, 2 rameurs dans une pirogue, qui rameraient chacun dans la direction opposée, dos à dos finalement, on aurait un niveau de résultat. S'ils mettent le même niveau d'énergie, qui sont très engagés, ça bougera pas en fait. Donc le sujet est bien là, de se dire engagement au sens collectif. Et on a la chance d'avoir des collaborateurs extrêmement engagés aujourd'hui dans leurs fonctions. Individuellement, exactement. Chacun à leur échelle, dans leur périmètre de responsabilité. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on active finalement l'engagement au sens collectif, qui est très difficile, parce que chacun sur son périmètre, vous avez des agences typiquement, donc des agences à différents endroits. L'enjeu, c'est que chacun qui est déjà performant sur son agence et efficace sur son agence, comment est-ce qu'il se sent une responsabilité sur le collectif global ? Et que finalement, si lui est en avance sur ses résultats, comment est-ce qu'il va aider les autres ? S'il est en retard, comment est-ce qu'il demande de l'aide aux autres ? L'absence d'engagement vue de Lencioni, c'est quand ça ne fonctionne pas. Donc il y a plusieurs leviers pour y arriver. Il y en a beaucoup qui sont activables. Lencioni en donne pas mal. Le premier, c'est des objectifs communs. Moi, je me souviens d'avoir bossé dans un grand cabinet de conseil où on demandait aux équipes de faire des ventes croisées, c'est-à-dire d'être capable de s'appeler les unes les autres pour répondre à des projets en commun. Donc, ça s'appelle une vente croisée. Alors que les objectifs individuels, les objectifs, justement, étaient évalués à l'échelle de chacune des lignes de service. Là, il y a quelque chose dans la cohérence de l'organisation portée par les dirigeants qui finalement est incohérent ou contradictoire, en tout cas. Travailler ensemble, mais par contre, on va regarder votre performance à l'échelle individuelle. Le premier élément, c'est quand même déjà d'être capable de poser des objectifs communs et de responsabiliser. Donc après, à toi de trouver le bon mix entre des objectifs individuels sur le périmètre de l'agence et des objectifs communs. Mais ce qu'on cherche à créer, c'est une forme de responsabilité sur le périmètre de l'autre. Le deuxième élément, probablement, c'est justement de responsabiliser les gens sur le périmètre des autres. C'est-à-dire, au-delà des objectifs communs sur l'ensemble, c'est de se dire, si l'autre a une difficulté, une partie de ses objectifs, c'est d'être capable d'aller l'aider. Et c'est pas toujours son intérêt. Et puis, un autre élément, c'est de forcer tout le temps à une analyse critique. De se dire, quand il y a eu une difficulté, comment est-ce que je vais expliquer, analyser avec les autres une difficulté d'un chantier, dans ton cas, j'imagine, un chantier qui se serait pas bien passé ou qui a pas le bon niveau de rentabilité, comment est-ce qu'on va ensemble aller analyser la problématique et se dire, comment est-ce qu'on aurait dû faire différemment pour que ça se reproduise pas, mais pas juste moi avec moi-même qui analyse mes difficultés, mais ensemble, comment est-ce qu'on va analyser les difficultés que chacun a rencontrées. Est-ce que c'est des trucs que vous faites déjà beaucoup ? C'est des trucs qu'on essaye de mettre en place, mais il faut reconnaître que c'est sans doute pas mis en place à la bonne échelle. En tout cas, c'est très variable d'un secteur d'activité à l'autre. Il y a des secteurs qui sont très en avance sur le sujet. Typiquement, le secteur de l'aéronautique. Le moindre incident est analysé collectivement par tout le monde. Le prérequis, c'est qu'on n'est pas dans l'aéronautique, en l'occurrence. Non, exactement. On est dans le bâtiment. Exactement. Voilà. C'est pas péjoratif, mais c'est une réalité.
Non, mais c'est pas le même secteur. Exactement. Il y a d'autres secteurs qui sont très en retard sur le sujet. C'est le secteur médical et hospitalier qui analyse très peu finalement, qui analyse très peu les erreurs, sauf dans des cas très dramatiques finalement. Mais autrement, on analyse assez peu finalement les erreurs. En tout cas, pas de manière aussi systématique que le secteur aéronautique. Pour le coup, plus on a cette logique d'analyse critique sur les projets, sur la performance de chacun des périmètres, plus il y a une espèce de responsabilité globale qui s'installe. Okay. Donc ça, c'est un bon outil. Ça, c'était le premier sujet autour de Lencioni sur l'absence d'engagement. Il y en a d'autres. C'est comment est-ce que le dirigeant laisse la place finalement et laisse les individus prendre leur place. Et là, je pense que vous êtes assez en avance sur le sujet et ça marche plutôt bien. En avance, je sais pas, mais en tout cas, moi à titre personnel, je pense un management assez délégatif parce que c'est comme ça que j'ai été élevé et éduqué professionnellement, c'est-à-dire à faire ses preuves en ayant les coudées assez franches. Donc d'une certaine manière, je pense qu'indirectement, je reproduis ce schéma-là. Malgré tout, pour avoir baigné dans l'opérationnel pendant très longtemps, il est parfois difficile de laisser faire certaines choses quand on sait qu'on pourrait aller plus vite en faisant différemment, ou en tout cas, voilà, donc de laisser, de jauger la bonne part de risque entre je laisse faire parce que le risque est mesuré et que quelque part ça permettra à chacun des collaborateurs d'apprendre par eux-mêmes et voilà, le souhait d'aller vite parfois ou de réagir à certaines situations qui peuvent entraîner derrière une autre problématique qui n'a pas forcément été environnée par le collaborateur à l'instant T. En fait, un des éléments qu'il faut avoir en tête, que je répète assez régulièrement dans le podcast, c'est les fameuses 21 fois ou 21 jours. Il faut se dire, au bout d'un moment, plus on répète une action, un mode de fonctionnement avec quelqu'un, plus ça devient un automatisme dans la tête de l'autre. Et un des sujets de dirigeants qui évoluent ou de gens qui prennent plus de responsabilités, c'est que ça fait bien plus de 21 fois qu'ils ont eu l'habitude, que n'importe quel collaborateur a l'habitude de venir te voir et que tu répondes en partie aux problèmes, comme pour eux, avec leurs propres collaborateurs, où ils ont l'habitude de répondre aux problèmes. Donc, chacun, à son échelle, a pris cette habitude-là, et au bout de 21 fois où on a répété l'action, ça devient vraiment une habitude qui est complètement fixée. Et une fois qu'on est dans cette condition-là, il faut faire un effort très important pour changer son habitude et avoir un nouveau réflexe. Donc, il faut bien se dire que pour toi, forcément, répondre techniquement à une question, à une problématique, c'est logique, c'est dans tes réflexes. Le fait que les autres écoutent ta réponse est aussi un réflexe. Or, vous savez consciemment, les uns comme les autres, que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, mais faut vous laisser le temps, parce qu'il faut plus de 21 fois dans l'autre sens, où justement tu vas laisser chacun faire ses erreurs, où ils vont justement pas te solliciter sur une question technique. Il faut que vous acceptiez et les uns et les autres de prendre du recul sur la situation et de vous dire ce changement de posture, il va prendre du temps et il va pas se faire du jour au lendemain. L'une des difficultés que je rencontre également, c'est donc ça, je suis parfaitement en phase avec ça. Désormais, dans mon quotidien, comme je demande à certains responsables d'agence d'entretenir des relations avec d'autres responsables d'agence, les décisions qui sont prises sont complètement en dehors du champ de vision, contrairement à une situation où on a un management de proximité et on est finalement au courant par le réseau d'information ou par la vision réelle de ce qui a été fait ou de la décision qui a été prise. Quand tu dis champ de vision, pour qu'on comprenne tous très bien, c'est de ton champ de vision. Oui, bien sûr. C'est exactement. En fait 2 personnes qui fonctionnent, si on faisait un schéma, au lieu de fonctionner avec les 2 directeurs d'agence qui remonteraient par toi pour échanger en triangle, finalement, ça échange en bilatéral. Exactement. Okay. Ce qui est super. Ce qui est super et ce qui est le but recherché, on est d'accord. Mais dans la gestion du risque global, de se dire... on peut laisser une situation, on peut laisser le choix en fait d'une situation à partir du moment où on est capable de mesurer le risque et donc du coup les éventuelles décisions qui sont prises. À partir du moment où on est manager de proximité, on a la vision sur ce qui se passe. Là en l'occurrence, dans mon cas, on ne l'est pas. Et donc, quelles sont les méthodes, les moyens pour faire en sorte voilà, alors, définir les objectifs, on en a peut-être parlé un peu avant, en tout cas d'avoir un cadre suffisamment clair pour que tout le monde puisse raisonner dans ce cadre de délégation-là précis et faire remonter l'information si tant est que ça soit le cas.
Voilà, je sais pas précisément quels sont les... Bon, il y en a plusieurs. Alors, il y a un épisode de la saison 1 qui parle beaucoup de délégation, d'entretien de délégation et comment est-ce que la courbe du manager, alors dans votre sens, descend et que la courbe du collaborateur remonte. Donc ça, il y a un épisode qui parle de délégation dans la saison 1, donc j'y reviens pas. Par contre, ce qui est intéressant à ton échelle là, c'est comment est-ce qu'on co-construit la stratégie avec les équipes. Souvent, dans beaucoup d'ouvrages autour de la stratégie, une des erreurs de la plupart des équipes, c'est de n'envisager qu'un seul scénario. Or, face à plein de problèmes, il est important d'envisager plusieurs scénarios. Une hypothèse haute, une hypothèse médiane et une hypothèse basse. Typiquement sur je vais vendre tant de produits et de se dire, oh bah ok, j'ai prévu de vendre tant de produits, je sais pas moi, j'ai prévu d'en vendre 15 000. Et puis de se dire, bah, je vais regarder à l'extrême un scénario qui serait un scénario où je vais en vendre beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Donc imaginons qu'au lieu des 15 000, j'ai finalement 30 000 de commandes. Et là, on se dit, ok, hypothèse très haute, probablement un peu délirante et qu'elle n'arrivera pas, mais comment est-ce qu'effectivement, on s'organise dans cette hypothèse-là? Et on se force systématiquement, dans toutes les situations qu'on rencontre, à regarder l'hypothèse médiane, l'hypothèse haute et l'hypothèse basse, de se dire, et imaginons qu'au lieu des 15 000, finalement, j'en vende que 5 000. Bah, globalement, qu'est-ce que je fais de mon surstock? Comment est-ce que je gère effectivement la production? Comme dans l'hypothèse haute, bah, si je dois produire le double, est-ce que j'ai un sous-traitant qui est en capacité de me faire le complément, etc. Et en se forçant à faire cet exercice-là, ça oblige chacun de se dire, bah, ok, comment est-ce qu'on traite le risque de surproduction ou le risque de sous-production, et c'est quoi les natures de réponse qu'on va envisager? L'avantage, c'est que ça rend plus robuste et moins incertaine le risque à la fois de sur- ou de sous-production. Dans ton cas, ça pourrait être de dire on prend beaucoup de retard ou finalement on a tel aléa, etc. Quand on les a anticipés, on peut se dire ok, comment est-ce qu'on va répondre à ces aléas-là? Aléas-là, c'est pas facile à dire. Et du coup, quels moyens on met en face? Et là, ta question du risque, finalement, elle devient moins importante, même pour le dirigeant, qui n'est pas forcément associé à tous les débats entre deux personnes. S'il sait et que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que face à chaque projet, on va envisager hypothèse haute, hypothèse médiane, hypothèse basse, et qu'on se force à le faire, au moins, tu sais en tant que dirigeant que t'es peut-être pas d'accord sur la manière de gérer l'hypothèse haute ou l'hypothèse basse, mais tu sais que tout le monde se sera forcé et donc ne sera jamais complètement pris au dépourvu en fonction de la déformation de la réalité ou des aléas auxquels ils vont faire face, il ou elle d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier bout, déjà, et puis dans la logique de co-construction de la stratégie, il y a quelque chose qui est vraiment important de se dire, une fois qu'on est tous d'accord sur les objectifs stratégiques, les niveaux de rentabilité, le niveau de qualité qu'on veut délivrer, après, une fois qu'on se dit c'est ça qu'on va atteindre, si chacun est en responsabilité sur son périmètre, globalement, il va chercher à atteindre ces objectifs-là, et quels que soient, entre guillemets, les moyens, même si c'est dans une zone de flou, entre guillemets, qui lui appartient autour du comment, on sait qu'il va viser effectivement ces objectifs-là. Très clair. Ça, c'est pas mal. S'aligner sur les modalités de prise de décision, c'est un élément qui est aussi important. Ça paraît souvent dans une organisation un élément dont on discute peu. Se dire comment dans notre organisation on prend une décision. Au-delà de, je connais beaucoup de boîtes qui font des matrices de prise de décision, des matrices de délégation de responsabilité. Et là, on essaye de tout écrire. C'est très intéressant, mais c'est aussi entre nous dans un collectif de se dire comment est-ce qu'on prend une décision. Sur quoi finalement tu décides tout seul. Sur quoi vous avez intérêt à décider à plusieurs, à décider ensemble et de confronter finalement vos avis, et sur quoi vous décidez forcément avec moi. Parce que même si c'est pas moi qui décide in fine, je veux être un contributeur de la prise de décision. Et ça, c'est un élément qui est parfois subtil quand on a quelqu'un qui monte en puissance dans une organisation, c'est que, ou dans la logique de la délégation, comme on le voyait dans le fameux épisode de la saison 1, c'est que le manager peut ne plus être le décisionnaire, mais il peut quand même être un contributeur à la prise de décision. Il se met autour de la table pour dire voilà mon avis au truc, mon avis sur le sujet, même si c'est pas lui qui prend la décision in fine. Ça, c'est pas mal de pistes. Est-ce que c'est des pistes qui t'éclairent ou pas? Ouais, parfaitement. C'est pas facile d'être contributeur alors qu'il y a un rôle hiérarchique dans le... Voilà, mais parfaitement, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est difficile à mettre en place. C'est très difficile, c'est pour ça, encore une fois... C'est très contre-intuitif, je pense, d'avoir un décisionnaire par son lien hiérarchique autour de la table qui ne décide pas, ça paraît
Enfin, je pense que c'est très contre-intuitif voilà. Donc le partage des solutions, enfin de ce que tu disais tout à l'heure, là, du cadre précis sur la prise de décision, Oui. comment on la prend, c'est un prérequis qui paraît important dans le cadre de ces réunions-là, quoi. Clairement. Et c'est un bon sujet de discussion dans une équipe, de se dire, mais en fait, si on prend du recul, au lieu de faire un séminaire de team building qui est toujours très intéressant, de se dire, et si on passait 2 heures ensemble à se dire, comment est-ce qu'on prend nos décisions ici? Comment est-ce que toi, Martine, ou toi, Jean-Jacques, vous appréciez un risque face à une prise de décision que vous avez à agir là, maintenant? Comment est-ce que vous analysez le risque? Comment est-ce que vous réfléchissez? Et là, du coup, ça devient très intéressant d'échanger et de discuter sur ce sujet-là. Très clair. Après, j'ai un exemple assez récent d'une organisation où le dirigeant s'est retrouvé face à une situation de crise très difficile, sociale, grève, délicate, avec beaucoup de tensions, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'animosité, etc. Beaucoup de collaborateurs dans l'entreprise. Des collaborateurs dans l'entreprise qui, donc dans une entreprise assez importante, où il y a eu une phase de tension sociale assez dur. Et il se trouve que le dirigeant, à ce moment-là, pour des raisons personnelles, a dû se retirer pendant quelques jours ou quelques semaines. Enfin bref, il devait prendre du recul au-delà même de ce contexte-là. Donc il s'est retrouvé à devoir s'extraire de la vie de l'entreprise, pile au moment où l'entreprise vit une crise importante. On pourrait se dire, ça va mal se passer. Eh ben, ça a été un moment intéressant pour l'équipe de direction qui était derrière, qui s'est retrouvée face à l'adversité, entre guillemets, de se dire là, il va falloir qu'on gère. Et ils ont tous grimpé d'un niveau. Ils ont tous pris en maturité à ce moment-là et ils ont agi des choses qu'ils n'auraient pas agi autrement. Ils ont pris des responsabilités qu'ils n'auraient pas pris autrement. Ça ne veut pas dire que ça doit se passer tout le temps comme ça, ni le message induit n'est pas créer le chaos et créer une crise pour permettre à chacun de prendre sa vraie responsabilité. Mais il faut quand même se dire que parfois, dans la vie des entreprises, on vit une crise dans laquelle on n'est pas en capacité de gérer et c'est là où une partie des gens vont se révéler et honnêtement, ils reviennent plus jamais en arrière après. Ouais, je suis assez convaincu du fait que dans l'adversité, ça peut révéler certains, voilà. Mais le contre-pied de ça, la contrepartie de ça ou le contre-pied de ça, c'est quand même que c'est pas des situations toujours faciles à vivre pour les collaborateurs, parce que c'est pas toujours évident d'être en dehors de sa zone de confort. Donc, dans une situation de crise, bon là, j'ai envie de dire, il n'y a pas véritablement de difficulté à se dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités et d'autres solutions. Enfin, au quotidien, dans le management quotidien, ça doit rester quand même assez sporadique comme. Exactement, ça doit rester un épiphénomène, je suis d'accord avec toi. Par contre, ça amène le dirigeant à se dire, en fait, est-ce que si je mets des gens face à des responsabilités et que je ne m'implique plus sur un certain nombre de sujets, quel est le niveau, entre guillemets, je ne vais pas dire de chaos, mais de perturbation que je suis prêt à accepter et pour laisser... Et je sais que tu fais ça très bien et que tu laisses de la marge de manœuvre, mais pour tous les gens qui nous écoutent, il y a quelque chose autour du manager de si je n'interviens pas, est-ce que finalement c'est si risqué que ça? Et est-ce que face à la situation de difficulté, est-ce que le manager ou le collaborateur dans un certain nombre de cas va pas être obligé de prendre de la place et que c'est un bon indicateur? Donc parfois, faut savoir créer du vide. À certains moments, ça peut être un élément intéressant à mesurer, hein, pas dans toutes les situations. Et pour avoir eu cette conversation il y a pas très longtemps, créer du vide, c'est important. Mais garder quand même le lien ou pas toujours, voilà, parce qu'en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on a eu fait là qu'on a eu fait dans l'une de nos agences, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup remonté sur le fait que finalement il y en avait peut-être un peu trop et qu'il fallait retrouver un peu plus de présence au quotidien. Très intéressant. Mais du coup, ça permet d'avoir été au bout du processus et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas exactement le modèle qu'il fallait. Ouais, tout à fait. C'est un contrepoint à ce que je disais avec le dirigeant qui a dû s'extraire d'une situation alors qu'en fait, ces équipes ont parfaitement pris une relais derrière et justement, ça leur a permis à eux de grandir. On arrive à la fin de cet épisode. Ok, super. Est-ce que toi, tu retiens un truc particulier avant que je résume 2-3 éléments? Est-ce que toi, tu repars avec quoi tout ça? Je repars avec la nécessité de définir le cadre avec les objectifs précis, que ça soit stratégique ou en tout cas organisationnel dans la vie des différentes agences, des différents centres de profit, pour justement leur permettre de créer entre eux les conditions de collaboration. Et je pense qu'on va mettre ça en place, si c'est pas déjà fait, en tout cas très tôt. Super. Très vite. C'est top.
Génial. Donc juste pour tout le monde, on reprend l'idée de bien travailler sur la logique de c'est quoi de l'engagement au sens collectif, avec ne pas hésiter à aller regarder la pyramide de Lencioni, on mettra bien effectivement les notes en commentaire. Un travail sûrement autour de la stratégie. Plus elle est co-construite, plus c'est facile de faire face à la gestion du quotidien et probablement de se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire que décider, comment est-ce qu'on décide dans notre organisation. Et puis forcément, pour tous les managers et une partie des dirigeants, c'est comment est-ce que je laisse de la place aux équipes, justement en évitant moi-même de m'impliquer dans une décision, ce qui est pas toujours évident. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Yannick. C'était très bientôt. Ouais, à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.